Bien, bonsoir à tous. Quelques tout petits mots d'introduction pour vous accueillir ici au CAUE pour une soirée qui va sans doute être très intéressante. Vous savez qu'on est depuis le mois de septembre sur la question du bâti, des villes, du bâti ancien, des formes des villes, etc. Et qu'on a le plaisir d'accueillir ce soir Antoine Brégueron, architecte du patrimoine et qui, par son expérience et sa science, va pouvoir nous éclairer sur la place du patrimoine dans la ville de demain, puisqu'on est bien aussi projeté vers l'avenir, évidemment. Il y a encore quelques rendez-vous d'ici la fin de l'année, notamment un ciné-débat. Peut-être Lucie, tu peux... Ciné-débat, oui, notre dernier événement de l'année, c'est le 5 décembre, donc dans 2 semaines, avec 2 petits documentaires qui sont notamment sur qu'est-ce qu'on fait du bâti existant, comment on en fait quelque chose pour la ville d'aujourd'hui ou de demain, et notamment avec les questions de réhabilitation, de réemploi, déconstruction, reconstruction. Avec une architecte qui est dans le Gard et qui va témoigner sur ces manières de faire aussi, nouvelles manières de faire des architectes. Voilà, et du coup, on est bien dans cette réflexion à la fois écologique et en même temps de vie, de l'identité des villes, voilà, et de refaire la vie sur la ville. On est dans ces problématiques-là et donc on espère que ça sera intéressant pour tout le monde. Juste pour finir, et puis après je vous laisse la main, mais l'année prochaine, le programme culturel qui est en train de se construire tournera autour des questions du logement à la lumière de la crise urbaine d'aujourd'hui. On sait que ce sont des questions qui sont des questions très, très vives dans nos sociétés. Et donc on espère que ça vous intéressera aussi. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous laisse la main avec Lucie pour dire un peu plus. Et puis après, Antoine, bien sûr. Merci, merci Vincent. Bonsoir à tous. En fait, je vais très bien introduit cette soirée, donc je n'ai pas grand chose à vous dire. Donc, on est ravis d'accueillir Antoine Brégueron, architecte et urbaniste, et expert pour l'UNESCO, et qui va vous proposer du coup, aux lumières de ses projets et ses expériences, répondre à cette question. En tout cas, vous donner quelques éléments de réponse. Et puis vous pouvez, par une présentation, après il y aura un temps d'échange de questions. N'hésitez pas à aller chercher toutes les informations que vous aurez de la curiosité. Voilà, je te laisse prendre. Alors, j'ai préparé une présentation en 3 temps. Il y a un premier temps sur qu'est-ce que c'est le patrimoine, qu'est-ce qui fait patrimoine, qu'est-ce qui fait patrimoine. Un deuxième temps, c'est des études qu'on a faites dans différents sites. On parlera d'Aigues-Mortes, on parlera de Pau et de la Guyane, de Cayenne. Vous verrez 3 endroits différents. Et à la fin, je mets quelques conclusions pour ouvrir le débat et pour enchaîner. Donc le patrimoine, qu'est-ce que c'est? Le patrimoine et la ville. Et le champ dans lequel je travaille souvent, c'est identifier le patrimoine, en parler pour le partager, pour qu'il soit compris, mais également un patrimoine, ce qui est important, c'est un patrimoine vivant, et le patrimoine de demain n'aura une raison d'être que s'il a une raison. Et donc, la question aussi, c'est le patrimoine dans la ville, quelles règles on peut donner, quelles règles urbaines on peut donner. Et donc, c'est le côté de l'urbanisme, il y aura un volet urbanistique. Alors, le patrimoine, moi j'approche le patrimoine de manière transversale, avec en partant du plus général pour aller au particulier, donc les sites, les paysages, l'environnement, l'urbanisme, les établissements humains qui se sont développés dans les sites, et l'architecture, en appréhendant l'architecture dans toute son épaisseur, ce que j'appelle sa substance patrimoniale, pas uniquement les façades, mais également les distributions, la matérialité, les décors intérieurs, ces éléments-là. Et qu'est-ce qui fait le génie d'un lieu? Qu'est-ce qui fait certains lieux au génie? En fait, le génie, c'est le génie qu'on leur prête par notre regard, par la lecture culturelle qu'on a d'un site, comme quand on parle de l'esprit des lieux. C'est l'identité, le caractère d'un site. Et donc mettre en lien ce territoire, la ville, un climat, avec son patrimoine. Et donc j'ai pris 2 exemples pour parler du patrimoine. Qu'est-ce qui fait la valeur, par exemple, là on est à Avignon, Avignon et Villeneuve.
Et qu'est-ce qui fait la valeur de ce site? Comment la qualifier? Comment dire cette valeur? C'est une valeur qui est culturelle et sociale, qui fait partie de... C'est la lecture culturelle qu'on a qui porte, et cette lecture culturelle, elle participe d'un lien social, d'une identité. Et donc il y a des lieux qui ont de la mémoire. Ça, c'est une phrase que j'ai mise pour rappeler, vous voyez, le pont d'Avignon qui allait jusqu'à la tour Philippe le Bel, dont une partie a été emportée, qui a disparu. Et sur le cas d'Avignon, on dit c'est ce rapport du royaume de France, c'est un moment d'histoire. Le royaume de France en face de l'enclave papale. Et donc je dis c'est un paysage qui raconte une histoire, c'est un grand paysage dont on peut dire qu'il est historique et culturel, il est naturel, historique et naturel. Mais le patrimoine, si on regarde Avignon, c'est un patrimoine qu'on peut appréhender à différentes échelles. Donc j'ai parlé du paysage avec son climat, puisque vous savez que c'est le climat qui fabrique le paysage, qui permet le développement des végétaux, qui permet aussi l'évolution. C'est la géologie, l'histoire du site qui est visible. Une ville dans son contexte et également un urbanisme. Et là, vous voyez à Avignon des architectures, avec d'un côté à droite l'hôtel de Rascasse, qui est un monument classé monument historique, qui est une maison, une demeure civile du XIVe siècle, et en face, un projet contemporain par un architecte du XXe siècle, qui vient se nicher derrière les remparts, et qui tient compte du contexte et s'intègre parfaitement. Donc c'est ce sujet ces différentes échelles, mais c'est également un patrimoine vivant avec le festival de théâtre. Et vous voyez ce petit mur avec des anfractuosités, c'était un mur du souvenir en face de la prison d'Avignon, où les personnes venaient creuser, faire comme sur un petit ex-voto en écho aux prisonniers à qui ils parlaient à travers la vie. Et donc tous ces éléments, que ce soit le projet contemporain, le site, le paysage, tous ces éléments s'agrègent pour participer d'une valeur d'ensemble qui est cette valeur culturelle patrimoniale. Et c'est les éléments cumulés qui font cette valeur d'ensemble. J'ai pris l'exemple aussi, je voulais évoquer un jardin plus proche, le jardin de la Fontaine, on est juste à côté, tout le monde le connaît, et tous les Nîmois se sentent attachés à ce jardin, d'une manière ou d'une autre, pour y avoir de bons souvenirs, passer des moments, des rencontres, des visites. Et comment on peut raconter cette valeur? Parce que c'est un des premiers jardins publics de France, mais c'est un jardin qui a été construit pour donner un réservoir d'eau à l'industrie textile. C'était ça la commande de la ville. C'était fournir de l'eau à l'industrie pour qu'elle ait toute l'année. Et l'architecte a fait un projet que j'appelle syncrétique et symbolique. Syncrétique parce qu'il a tenu compte des découvertes archéologiques pour fonder sa composition. Et c'est en ça qu'il est. Et cette valeur symbolique, c'est un des premiers jardins publics, je dis, c'est aussi un jardin de château, composé avec des balustrades, une composition très classique. Et c'est ces différentes façons de voir le jardin. Et c'est un jardin dans lequel il y a des valeurs culturelles croisées avec des valeurs sociales. Alors on a aussi ce cinéma en plein air, on a des manifestations, des photos de mariage, on a des évocations dans la littérature. Dans la littérature, on a plusieurs poètes qui ont parlé du jardin de la Fontaine, qui l'évoquent. On a également des éléments de mémoire. Là, on a mis Jean Reboul, mais vous aviez Bigot qui est juste à côté. Et tous ces éléments-là, en fait, participent. On a le temple de Diane, qui est un grand monument. Le jardin de le Nymphée, avec ses sculptures 18e. Et le canal qui rattache le jardin à la ville. Il s'inscrit dans ce grand projet 18e. Une petite grotte romantique, de très belles ferronneries, restaurées par Jourdain qui est là. Et des éléments comme ça qui sont... Un jardin, des jardins, séquencés entre ville et nature, avec la montée depuis le canal vers la Tourmagne. C'est comme une ascension symbolique. Quand on monte, on fait des efforts, on arrive en haut, on a le panorama sur la ville. On a des pauses avec des vues sur la ville également. On s'arrête à la Maison Rouge pour regarder le panorama sur Jean Jaurès. Il y a des pauses, des moments. Et donc, c'est ce qu'on disait, un jardin, c'est la pensée qui le conçoit, mais c'est la marche qui le fait vivre. C'est la vie du jardin, c'est aussi le parcours qu'on a. Alors, ces composantes, si on parle des composantes, parce que vous savez, à l'UNESCO, on a des règles, on dit qu'est-ce qui fait les composantes, les attributs, il y a tout un vocabulaire. On parle du bien pour définir un ensemble patrimonial. Alors, le bien, ça serait le jardin de la Fontaine. Les composantes grandes, ça serait le canal, le jardin classique. Le Bosco, c'est ce fond boisé
qui sert de fond au jardin, et la tourmane avec une succession d'attributs. Et là, c'est des petits schémas qui montrent tous ces attributs qui s'enchaînent, et comment, entre les allées Jean Jaurès, le canal, et l'approche du jardin dans la ville, et en même temps, ce développement des éléments qui rajoutent du sens, et qui enrichissent la lecture et la promenade. Avec des terrasses, avec plein de choses à découvrir. C'est un patrimoine qui est au croisement entre nature et culture. Alors on a de manière un peu schématique tendance à décomposer nature et culture, à avoir, vous savez, même l'UNESCO, il y a d'un côté l'ICOMOS, c'est les monuments et les sites, de l'autre l'UICN, c'est la nature avec les oiseaux. Cette dissociation, elle est totalement artificielle, parce qu'il y a une symbiose de l'ensemble, enfin un fonctionnement qui est lié. Alors qu'est-ce que le patrimoine? J'ai pris cet exemple, c'est le monument qui a été construit à la tranchée des Baïonnettes. C'est un construit en 1920 et protégé monument historique en 1922. Pour vous dire que la protection, la reconnaissance du patrimoine, elle a une valeur symbolique et politique. Elle est porteuse de... Installez-vous. Alors voilà, ça c'est quelques protections monuments historiques récentes à Nîmes. Le Colisée, l'ancien hôtel, qui est un projet, qui est un hôtel néoclassique, une architecture néoclassique, une architecture des années 30, deux architectures contemporaines. Vous voyez une belle villa qui est auprès du Mont du Plan, et l'église Saint-Dominique, qui est en forme de poisson, qui a été construite par Massota. Et c'est ça, parmi les dernières protections monuments historiques qu'il y a eu dans la ville, la reconnaissance de ce patrimoine, c'est une reconnaissance officielle. Et là, ces trois éléments que j'ai mis un peu en confrontation. Un des derniers édifices protégés, ça a été la pâtisserie Courtois. Ils ont protégé deux boutiques, le Courtois et le Napoléon. Et également une œuvre sculptée de Paul Pascal, qui est une boutique Place Dellecroix, qui a été dégagée récemment, et qui est du patrimoine. D'ailleurs, vous avez un petit livre qui est publié sur Paul Pascal, qui n'est pas protégé, mais qui est intéressant. Et en bas, vous voyez, le patrimoine, c'est un mur qui avait été sculpté par Jean Comborov pour le LEP Frédéric Mistral, et qui a disparu. Pour dire que le patrimoine, c'est aussi éphémère, et souvent on ressent que c'est du patrimoine quand on a un sentiment de perte, quand il a disparu. Alors c'est un peu pour montrer cette variété, cette fragilité. Après, au-delà de la conservation, la question qu'on se pose, c'est pourquoi mettre en valeur, comment gérer, qu'est-ce qu'il faut conserver, pour qui, pourquoi, comment. Et là, j'ai mis deux images. Enfin, j'ai mis une image en bas qui est, vous voyez, cette place ovale. En fait, c'est le vide qui reste des arènes de loup. La mémoire de la ville, c'est aussi la trace de ces arènes dans la ville par ce creux. Et donc, la mémoire aussi, la ville a aussi une mémoire. Et le patrimoine, c'est ce qui participe d'un bien commun, dans lequel on se retrouve, et qui a un intérêt public, qui crée du bien social. Et d'ailleurs, la notion d'intérêt public, elle est dans la loi de protection des monuments. Alors ça, je l'ai mis parce que c'est un discours qu'il a fait pour dire que la ville peut aussi avoir une valeur de monument. Quand il s'adresse en 62, quand il crée ce qu'on appelait autrefois les secteurs sauvegardés, qui sont devenus les plans de sauvegarde et de mise en valeur, il leur a parlé, il leur a dit, vous voyez, Notre-Dame c'est un monument tout seul au bord de la Seine, mais en dehors de son contexte, la valeur, c'est une valeur d'ensemble. Et toutes ces quais, vous voyez ici, si nous laissons détruire ces vieux quais de la Seine, semblables à des lithographies romantiques, il semblerait que nous chassions de Paris le génie Daumier et l'ombre de Baudelaire. Sur la plupart de ces quais, au-delà de Notre-Dame, ne figure aucun monument illustre. Leurs maisons n'ont de valeur qu'en fonction de l'ensemble auquel elles appartiennent. Et c'est avec cette loi qui va dire on a dans notre territoire des villes, des ensembles urbains qui ont autant de valeur qu'un monument classé, qu'un monument historique. Mais comme une ville fondamentale, non, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui évolue avec la population, avec les besoins, et donc cette évolution, pour l'encadrer, on ne peut pas créer une servitude qui fige. Et donc il a dit on va en faire un plan d'urbanisme. Et donc pour les secteurs sauvegardés, pour les plans de sauvegarde, c'est le plan qui va définir la règle urbaine qui va intégrer le patrimoine. Alors quel outil dans les réglementaires, il y a les plans d'urbanisme, les PLUI, les plans locaux d'urbanisme,
qui sont de plus en plus intercommunaux et qui peuvent être patrimoniaux. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir un volet patrimonial dans un pays. Et après, on a un autre outil, lui, les sites patrimoniaux remarquables, qui est issu des abords de monuments, en fait. Vous savez qu'autour des monuments historiques, dans les années 40, on a dit qu'il y a un rayon de protection de 500 mètres. On a pris la portée de vue de l'artilleur pour le définir. Il peut tirer juste à 500 mètres, donc on a mis un rayon de 500 mètres, et on a dit, dans ces 500 mètres, on va tenir compte des abords du monument, de son entourage. Et c'est pour ça que c'est ce que surveillent les architectes des bâtiments de France. Et là, j'ai mis deux images. La première à gauche, c'est Jean Jaurès, autrefois. C'est un peu après, avant que ça soit... Avant ça, c'était de la campagne. Mais là, c'est une phase transitoire. Et à droite, c'est un bâtiment qui est parti récemment, c'est la Bourse du Travail. Alors, et donc, on se dit, est-ce que c'est du patrimoine? Est-ce que c'est pas du patrimoine, cette Bourse du Travail? Et donc, voilà. Moi, je pense que c'est un élément de la mémoire de Nîmes qui aurait pu être regardé et qui aurait été intéressant. Et donc cette perte, pour moi, elle donne du sens à cette valeur patrimoniale. Après, je vous ai pris j'ai développé trois exemples d'études dans des sites différents. Ce sont des études, il y en a deux de secteur sauvegardé et une de PS plan. Ah oui, secteur sauvegardé, l'image est très contrainte, c'est comme la conservation. Donc on en a fait maintenant le plan de sauvegarde et de mise en valeur. C'est en fait le projet urbain qui se développe autour du patrimoine. Et la ville, organisme vivant, on fait un plan d'urbanisme et d'autant plus qu'avec cette crise climatique dont tout le monde a pris conscience si tardivement, on sait qu'il faut adapter. Et adapter comment? Et qu'est-ce qu'on peut adapter dans le patrimoine? Qu'est-ce qu'on accepte comme évolution ou pas? À quel moment il y a une atteinte? Ou est-ce que ça relève de la mise en valeur? Donc c'est ces questions-là aussi qui vont être posées. Sachant que le patrimoine, pour assurer sa conservation, il faut qu'il ait actuellement une occupation, une affectation. Quelqu'un me demandait tout à l'heure pourquoi l'hôtel Séguier n'est pas restauré, mais actuellement, ce que nous a répondu la mairie, il n'y a pas de programme. S'il n'y a pas de programme, on n'a pas d'argent de financement. Donc c'est la fonction qui va justifier et ça c'est une réalité de plus en plus. Alors Pau, la ville de Pau, douceur en hiver, chaleur humide en été, peu de vent. Et comment, à partir de l'analyse urbaine, de l'analyse du patrimoine et de la ville, parce que le plan de sauvegarde, c'est un plan d'urbanisme, donc on va regarder les âges de la population, ses ressources économiques, on va regarder les rapports au commerce, les rapports au tourisme, on va regarder tous ces éléments, et on va proposer un projet de ville qui intègre ces éléments. Donc, alors, à Pau, ils ont fait un plan local d'urbanisme intercommunal avec un volet patrimonial. Et donc, vous voyez le territoire de l'intercommunalité de Pau avec tous ces petits points bleus qui sont les éléments de patrimoine référencés. Alors, le plan local d'urbanisme, il ne va pas protéger, mais il va identifier ce qui est du patrimoine pour dire, attention, vous avez des précautions à prendre. Mais il ne va pas figer les choses. Donc il y a cette première échelle du plan local d'urbanisme qui est sur l'ensemble de l'intercommunalité. Et dans la commune même de Pau, vous voyez qu'elle est toute calée, le centre-ville est calé sur le Gave qui est en bas. Et vous avez en rouge le PSMV et en bleu le PVAP. Alors le PVAP c'est le plan, on va dire, qui permet de gérer les abords des monuments. En fait c'est suite à la décentralisation, la loi de 1983, quand on a décentralisé. On s'est dit, il y a eu pas mal d'élus qui ont dit, mais il y en a marre, on nous dit partout, il y a des rayons de protection, on dépend d'un architecte des bâtiments de France, on ne sait pas pourquoi il nous demande de le faire. Et donc on a dit, au lieu d'avoir ces abords qui sont des ronds, on va faire une étude, et à partir de cette étude, on va délimiter un territoire et fixer un règlement qui sera contractuel, qui va s'opposer à l'architecte des bâtiments de France. On avait un exemple pas loin d'ici, c'était dans l'entrée des Gorges du Tarn, où on avait un côté des Gorges du Tarn qui était en tuiles, l'autre côté qui était en lauze. Il y avait deux architectes qui avaient un regard différent. C'est pas plus. Donc, c'est pour donner de la cohérence. Alors, la décentralisation a dit, on va passer un contrat avec la commune, et ce contrat va effacer ces rayons de protection pour les remplacer par un plan avec un règlement sur la base d'une étude. Donc, on a à Pau, je vous ai montré le grand PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal.
un PVAP qui remplace ces fameux abords, les patates, les ronds de 500 mètres, et en rouge, le PSLV. Alors Pau, c'est aussi un grand paysage, parce qu'on a cette notion de paysage, on la retrouve même quand on est, l'étude qu'on nous a donnée, c'était un petit morceau du centre-ville, c'était vraiment le noyau historique. Et ce centre, on ne peut pas le sortir de son site. Et vous voyez en bas, c'est un croquis qui montre le boulevard des Pyrénées, qui est la grande terrasse avec le viaduc, enfin le pont créé par Alphand, dessiné par Alphand, où la ville se projette sur le site, avec de grands immeubles très composés, qui se montrent, Et en face, c'est la chaîne des Pyrénées. Et les deux qui se répondent. Cette lecture du paysage, c'est aussi ses échos. Bon, alors on travaille sur ce qu'on appelle la topographie historique ou la morphogénèse, comment la ville se constitue dans le temps. Parce que quand on a compris l'histoire, ensuite on a des clés pour intervenir, quand on a des décisions à prendre sur un espace public ou sur des choses. Ça nous aide et la connaissance, elle apporte de la valeur de la qualité. Il y a aussi des conditions d'habitabilité difficiles avec des immeubles qui sont trop sombres, trop denses, qui sont trop imbriqués. C'est souvent un problème dans le centre-ville, avec des phénomènes qui se développent, qui sont de l'indignité, de l'insalubrité, des immeubles vacants. Et ça, ce sont des sujets qui sont importants pour un plan de sauvegarde. Et c'est également, en termes de paysage, une ville haute et une ville basse. Et vous avez d'un côté le Gave, la ville haute qui est en ocre jaune, et vous avez en gris la ville basse, avec le ravin du Hédas, qui est un ravin, qui est un endroit en creux dans la ville, qui est en fait un ravin dans lequel il y avait tout ce qui se cache dans la ville. Tout ce qui se cache, les tripots, l'industrie, la zone industrielle, les ouvriers qui se retrouvaient, tout ça. Et donc on a cette notion de ville haute et de ville basse, alors que la ville haute, elle est une ville de représentation par rapport au pouvoir, par rapport à tout ce qui va avec la grande ville. Et donc après, on a des attributs, des caractéristiques de cette ville qui sont des caractéristiques qui sont typiques de Pau, des étages qui sont accrochés en soubassement sur le ravin, des galeries, enfin, des constructions de galets, tous ces éléments qui sont des... Et ce qui est important, c'est de ne pas rester s'en tenir à ces façades, mais bien de prendre l'épaisseur du patrimoine, de regarder comment il est constitué, les matériaux qui le constituent. Et alors on utilise beaucoup les croquis, parce que le dessin, c'est ce qu'on a compris, ce qu'on dessine, c'est ce qu'on a compris. Et ce qu'on a compris, ça permet d'expliquer et de partager. Donc c'est parce qu'il faut... comment on arrive à... Vous voyez, l'habitude de surélever les bâtiments pour gagner du volume, et bien, au lieu de faire un toit de pente, un toit en bâtière, on va faire un comble brisé à la mansarde pour gagner de l'espace. C'est des choses... On va accrocher des étages, des appartements en soubassement sur le vide. Et ça, c'est des particularités de la vie. Il y a également des attributs à l'échelle du bâtiment qui sont beaucoup plus modestes, des petits détails de construction qui font cette caractéristique. Mais quand on travaille dans différents sites, quand on retravaille à Bayonne, à Pau, à Ajaccio, à Cayenne, on se rend compte que tous ces petits détails d'architecture sont très particuliers et ne sont pas sont interprétés différemment en fonction des époques. L'évolution des fenêtres, mais la façon de les traiter n'est pas la même. Et donc c'est pour ça que tous ces croquis nous permettent de comprendre, de regarder, d'expliquer, puis de décider ce qu'il faut mettre en valeur. Parce que notre caractéristique, c'est que l'architecture civile, nos maisons de tous les jours, leur qualité tient souvent à des détails. Et parce que plus l'architecture est modeste, plus les détails sont importants dans le traitement. C'est plus facile d'abîmer une maison du quotidien, une maison civile, une architecture rurale, que d'abîmer un grand monument. Alors ça, c'est le thème sur lequel on a développé le programme, le projet de Pau, c'est sur la végétation, le rapport au végétal, et comment améliorer le climat. Alors ça, c'est des espaces publics. Et on a parlé, on a proposé à la ville d'évoquer le sujet de Pau, ville-jardin. Ville-jardin avec différentes échelles de jardins, les jardins publics, les places et les jardins historiques, les jardins de quartier et ce nouveau thème des jardins intérieurs. Et ça nous a permis de proposer également, vous allez voir, un plan d'urbanisme, une règle qui fait qu'on, pour amener les gens dans le centre-ville, lutter, parce qu'on a quand même 20% des logements qui sont vides. Et dans la plupart de nos centres-villes, c'est partout le cas, 20%, ça veut dire une maison sur 5, soit parce qu'il y a des commerces qui bloquent les étages, soit parce que les bâtiments ne sont pas en bon état. C'est une réalité qu'on retrouve. Et parfois, la vacance, ce qu'on appelle la vacance, c'est ces maisons vides. Quand on restaure, elles se déplacent. Se déplacent, c'est-à-dire que les gens viennent là où c'est mieux, restaurer, et ils laissent du vide à côté.
Alors ça, c'est ce qu'on a proposé comme conclusion sur les enjeux pour le plan de sauvegarde. Des enjeux pluriels à l'échelle du paysage, de l'urbanisme et de l'architecture. Et donc on rappelle pour nous le grand paysage sur les Pyrénées. Les paysages urbains, ce qu'on appelle les paysages urbains, c'est l'ambiance des quartiers, le rythme des façades, l'échelle des bâtiments, le rapport au vide, enfin, au jardin, et pour le jardin avec ses jardins intérieurs, ça c'est sur le volet paysager. Ensuite sur le patrimoine urbain, on a parlé de cette ville haute, ville basse, de la trame urbaine, de la composition urbaine avec la requalification des espaces publics, parce que dans un projet comme ça, qui est un projet important, il y a, pour tout vous dire, sur des plans de sauvegarde et de mise en valeur, il y en a 115 en France, sur 35 000 communes. 115 c'est peu. Et donc c'est vraiment un territoire. Et donc, le patrimoine architectural, et on a parlé de ce collage d'architecture, parce que la ville, elle se fabrique toujours par stratigraphie, elle apporte des couches, elle réinterprète des édifices, elle peut conserver, adapter, surélever, mais en même temps, vous pouvez avoir aussi ce qui nous intéressait dans le programme du cours, c'était de montrer les époques. Une architecture 18e, à côté d'une architecture 19e, avec du 17e, parfois un peu de 16e, très ponctuellement, suivant les quartiers. Et ce collage d'architecture, en soi, fait parler l'histoire de la ville, révèle l'histoire de la ville, et fait parler. Et c'est le projet qu'on a proposé avec les attributs, les petits détails, et surtout travailler sur le logement pour redonner des qualités d'habitat en centre-ville qui permettent de réinvestir le centre-ville, qui à Pau était, pour cette partie-là, beaucoup en déshérence, et avec une place du commerce principalement, des résidences secondaires aussi, et puis ce phénomène nouveau du Airbnb qui fait qu'on a des cadenas sur des tubes rosés accrochés aux façades et des bâtiments qui sont vides. Alors, puis pour vivre le jardin, ça c'est le plan d'urbanisme qu'on a proposé. Vous voyez qu'on est vraiment dans le cœur de la ville, on n'est pas, il n'y a pas tout le quartier résidentiel, des si belles villas de Pau qui sont dans le plan de valorisation de l'architecture, mais c'est vraiment le centre-ville, le centre-ancien. Et donc c'est un plan qui est très, très détaillé. Vous voyez, tous les immeubles sont dessinés. Sur chaque immeuble, on peut avoir des séquences de façades, on peut avoir des éléments remarquables. Et vous voyez, ce qui apparaît ici en vert clair, c'est en fait des parties qu'il faut démolir pour retrouver des jardins intérieurs, pour aérer le cœur d'îlot, pour redonner une qualité, une attractivité à l'habitat en centre-ville. Et l'un des premiers qui a fait ça, c'est Alexandre Ménicinos quand il a travaillé à Bayonne, où il leur a dit pour restaurer la ville, il faut en démolir 30%. Et c'était là. Et donc là, on a limité les emprises bâties, les projets de construction. On a imposé également une perméabilité des sols, de manière à ce que parmi les phénomènes qui réchauffent, qui créent ce qu'on appelle des îlots de chaleur dans la ville, il y a ce rapport au végétal, il y a ce rapport à l'eau, à la perméabilité, qui fait qu'un sol qui s'évapore, on peut gagner entre la perméabilité et la végétation en centre-ville jusqu'à 4 degrés de confort l'été pour rafraîchir. Donc c'est quand même... Ouais. Et on a limité une bande constructive sur rue et on a limité les hauteurs. Bon alors 18 mètres, là c'est les règles qu'on a tirées, mais bon on va pas... Et si on a fait une autre règle, c'est qu'on a limité aussi à 25% dans un programme immobilier, on a dit ne faites pas plus d'un quart de logement de moins de 40 mètres carrés. Limité à 25% de logements de moins de 40 mètres carrés, parce qu'il y avait une tendance à faire des tout petits logements pour loger des étudiants, pour faire du Airbnb, et on s'est dit il faut garder des grands logements pour les familles, et éviter, limiter, et donc on a fait une règle urbaine où on limite le nombre de petits logements à un quart du programme immobilier. Le respect du caractère, le choix de matériaux en respectant l'édifice, l'insertion, que les nouvelles constructions soient conçues dans un contexte et en fonction de l'histoire du site. L'intégration des façades commerciales, parce que ça c'est un sujet où vous savez que les commerces, ils arrivent, ils viennent pour gagner de l'argent et parfois ils ne font pas attention à ce qu'ils font. Et adapter aussi toutes les techniques d'économie d'énergie, de restauration écologique, biologique aux bâtiments anciens. Alors, je vous dis un mot d'Aigues-Mortes. Alors, Aigues-Mortes, c'est un des dossiers qui est juste à côté, on est voisins. Et donc, il y a 3 éléments dans notre synthèse à Aigues-Mortes. Il y a ces remparts, qui sont un ensemble d'architecture 13e, très homogène, fortifiée. La ville intérieure, avec ses débordements à l'extérieur, et le grand paysage. Et on a le grand paysage, les remparts et la ville qui fonctionnent.
ces trois composantes qui doivent s'équilibrer dans leur fonctionnement. Donc on a fait de la même façon une grande étude. Alors ça, c'est un plan qui a été fait par des archéologues qui ont regardé comment avait évolué le cordon littoral depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Et on se rend compte que les cordons, c'est les grandes bandes grises qui se referment progressivement pour ensabler, enfermer l'eau. Donc chasser l'eau, et c'est un des sujets d'ailleurs, vous savez qu'à l'Espiguette, il y a des difficultés à maintenir la plage. C'est un sujet, c'est une évolution contre laquelle on ne peut pas aller. Les mortes donc se retrouver d'eau. Et ça m'a semblé important de rappeler ça pour la présentation, parce que quand on regarde des photos du fond Henrard, alors ça c'est M. Henrard qui est photographe à Arles, il était spécialisé, il faisait beaucoup de cartes postales, et il photographiait les sites monumentaux, et il a laissé des archives, et vous voyez, Aigues-Mortes dans les années 50. Vous voyez, il y a juste les remparts, la ville de l'intérieur, et un faubourg avec le mail. 1950, c'est pas si loin. Avec ici l'image des remparts sur le... Et donc ça, et puis on voit également dans la trame parcellaire, on lit cette trace des cordons littoraux. Et là, vous voyez la couleur un peu mauve, c'est cette fusion, ce débordement urbain, cet étalement urbain des années 50 aux années 80, où là, on a consommé l'espace en le gaspillant. Donc ce rapport entre le grand paysage, les étangs, ces terres salées, l'étang de la Marette, l'étang du Roi, qui sont protégés en tant que sites, mais ce rapport avec le monument qui est posé sur les étangs et la ville. Et donc voilà, bon, ça c'est une image d'Aigues-Mortes sur les étangs. Alors c'est aussi une ville, c'est aussi des infrastructures parfois compliquées. Vous voyez, ça c'est des grandes servitudes. C'est les servitudes de gazoduc, c'est les servitudes de survol aérien, c'est toutes ces choses qu'on ne voit pas toujours, mais qui compliquent la gestion d'un territoire. Et on a fait également des études. Vous voyez, il y a un habitat, il y a 15% de petits logements, 30% de 3 pièces, 30% de 4 pièces et 25% de 5 pièces. Donc c'est relativement équilibré en termes de logement. Par contre, on a un fort vieillissement de la population. On a une vacance qui s'installe, c'est-à-dire des logements qui se vident, avec des personnes qui prennent leur retraite, qui viennent acheter à des prix un peu plus élevés. Et on a un parc immobilier relativement bien entretenu, mais avec de gros problèmes d'humidité. Vous voyez la situation de l'emploi sur la commune. Je vous ai dit, les plans de sauvegarde, là c'est aussi un plan de sauvegarde et de mise en valeur. C'est donc vraiment le plan d'urbanisme, c'est l'étude avec toutes les données économiques, sociologiques, tout ce qui va pour faire le projet de ville en fait. Et on a 20% d'employés, 30% de retraités. Vous voyez, c'est... Voilà. Alors ce sont des éléments, et le revenu moyen des ménages, légèrement supérieur à la moyenne départementale, 21 000 € pour 20 000, sur un an. C'est le revenu moyen. Ça vous donne, le 20 292, c'était le revenu pour l'ensemble du département. Alors, l'organisation du bâti sur la parcelle, alors c'est un bâtiment qui est comme un lotissement, avec des rues droites et des îlots qui sont des bandes découpées dans ces rues. Et on avait souvent la maison, une cour ou un jardin et une remise. Et suivant que c'était un agriculteur ou c'était soit un atelier, soit un bâtiment agricole qui était au fond. Et donc ce parcellaire est en lamelle avec des... En lamelle, c'est du jargon, tout ça, c'est des mots qu'on met, excusez-moi pour les mots. C'est du parcellaire qui est assez caractéristique. Et c'est intéressant de comprendre comment c'est faite la ville dans le temps, parce que ça permet aussi de travailler. Et vous voyez, entre 1809 et 1982, comment le centre-ville s'est développé. La densification du centre-ville et la formation du faubourg. La formation du faubourg avec le Mail. Le Mail qui est venu sur un ancien canal, qui a été recouvert. Donc c'est tous ces éléments qui nous permettent de comprendre la ville dans son histoire, et comment elle est venue. Et ce canal, on le retrouvera, il est sous le Mail. Et c'est des éléments qu'il faut... Alors, la nature a horreur du vide, et on a ce problème de la surdensification des cœurs d'îlots qui font que la ville est difficile à habiter parce qu'on n'a plus de lumière, on a des problèmes d'humidité, et donc on a dit que c'était un sujet qu'il fallait corriger, qu'il fallait dans le plan d'urbanisme. Également, il y a des problèmes de travaux, vous voyez, là, ils ont posé un climatiseur sur une toiture, il y a un châssis de toit qui est mal intégré, des artisans qui font un peu n'importe comment,
et aussi de l'habitat insalubre. Mais vous savez, dans toutes nos villes, la misère se cache, et donc il faut la chercher. On ne la voit pas derrière les façades, mais souvent elle est là. Et ça, quelle que soit la ville, on arrive à le retrouver. Donc une règle très intéressante qui a toujours été pratiquée à Aigues-Mortes, c'est non impus olendi, on ne dépasse pas le niveau du chemin de ronde. Et donc toute la ville intérieure, et c'est un intérêt parce que c'est un intérêt également pour l'extérieur aussi. Ça a permis de préserver les vues sur le paysage. Alors, il y a aussi des activités culturelles, et ça c'est ce qu'on appelle les théâtres. Et donc ça, c'est protégé au titre des monuments historiques, au titre du patrimoine immatériel. Donc tous les ans, il y a une loterie, il y a 60 emplacements, les familles ont ce qu'elles appellent leur théâtre, et ceux qui ont été retenus installent leur théâtre pour la fête. Et donc c'est ce phénomène qui a ces arènes mobiles, les fourrés, qui ont été protégées au titre du patrimoine immatériel. Et donc c'est devant les remparts, côté, sur les tambours, qu'on voit installer les arènes. Et donc ce patrimoine, la culture, elle est aussi vivante. Il y a ces théâtres, les abrivades. Je n'ai pas parlé, vous avez aussi la fougasse avec Aigues-Mortes, vous avez des choses qui sont arrivées. Et ces éléments-là font aussi partie du patrimoine. Et on est au croisement des patrimoines naturels et culturels, un grand paysage naturel, un patrimoine culturel avec la ville historique, avec la nécessité de rééquilibrer les fonctions touristiques et résidentielles, parce que l'un des problèmes d'Aigues-Mortes, c'est qu'il y a tellement de touristes que la ville n'est plus agréable. Quand vous avez trop de monde, vous avez plein de portants dans la rue, vous ne savez plus comment circuler, vous avez des gens qui sont là, la ville n'est pas bien équilibrée, les fonctions ne sont pas bien équilibrées. Et donc ça, c'est un sujet sur lequel on demandait à la mairie de travailler, à la commune de travailler pour rééquilibrer ses fonctions, pour que la ville reste agréable. Et la rivage, patrimoine immatériel. Donc ça, c'est les conclusions principales, on va dire, rééquilibrage des fonctions touristiques avec le respect des équilibres dans la fonction économique résidentielle, parce qu'on a des commerçants qui s'installent pour 4-5 ans à Aigues-Mortes pour gagner de l'argent et qui s'en vont. On a des commerces très éphémères qui viennent, des restaurants qui se montent, qui s'en vont. Et c'est terrible, parce que ces gens-là, ils font un peu n'importe quoi, parce qu'ils s'en moquent de ce qu'ils vont laisser, ils viennent là pour gagner de l'argent. Donc c'est un peu ce problème d'économie. Et on dit qu'un territoire qui a une on parle à l'UNESCO d'un développement intégré, c'est-à-dire d'un développement économique qui permette à la population locale de vivre normalement et de manière pondérée sur le territoire. Et donc c'est trouvé. Donc la circulation, le stationnement, vous avez tous rencontré des problèmes de stationnement à Aigues-Mortes. Et la mise en valeur des espaces publics, ça c'est des travaux, des tâches qu'on affecte, qu'on propose à la commune, à la mairie, sur lesquelles on demande à la mairie de travailler. Alors pour le logement, dédensifier les cœurs d'îlots pour lutter contre les îlots de chaleur, et aussi également les commerces enlèvent les portes d'entrée. Et donc vous avez une façade sans porte. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Par où on entre? Par la fenêtre, au premier étage. Donc on leur disait, il faut recomposer, tenir compte pour l'acheter. La maîtrise de la qualité des projets des travaux de restauration, la reconquête des jardins intérieurs pour un meilleur confort climatique. Donc ça, c'est ce qui a été aussi inscrit dans le plan d'urbanisme. Avec, bon, ça c'est des extraits techniques du plan de sauvegarde, le plan technique avec, vous voyez, les mêmes détails, chaque maison, on dit de chaque maison, en noir c'est les monuments historiques. Quand les traits sont épais, ce sont des maisons qui ont une très grande valeur. Quand les traits sont alternés, c'est intermédiaire. Quand ils sont fins, c'est beaucoup plus souple. Donc on a des règles qui sont modulées, et tout ce qu'on voit au cœur en jaune-vert, c'est ce qu'il faut libérer. Alors le plan de sauvegarde et de mise en valeur, c'est un document d'urbanisme. Et vous avez dans ce document du jaune. Et le jaune, ça veut dire partie de bâtiment dont la démolition est imposée. Ça veut dire qu'on va imposer avec une règle d'urbanisme la démolition d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment. Alors souvent c'est des bâtiments annexes, un garage dans une cour. Et c'est ce qu'on appelle une servitude passive, c'est-à-dire qu'elle ne va pas s'appliquer du jour au lendemain, elle s'appliquera de manière opportuniste le jour où il y aura une opération immobilière importante, on la fera s'appliquer. Mais le promoteur qui va venir faire une opération saura à l'avance qu'il doit démolir. Et on va lui imposer avec arrêt. Et c'est le document d'urbanisme, c'est le seul document qui n'ouvre pas à l'indemnité et qui permet de porter atteinte au droit propriétaire. C'est une question juridique sur laquelle il y a souvent des débats, mais qui est assez intéressant. Et pourquoi ce droit? Parce que le plan de sauvegarde, comme je vous l'ai dit, présenté par Malraux, la ville a une valeur de monument historique, c'est un bien commun d'intérêt national,
et c'est un intérêt supérieur qui passe par-dessus l'intérêt privé. C'est le principe de la règle. Après, il faut trouver la manière d'appliquer, qu'est-ce qu'on enlève ou pas, parce qu'on ne peut pas faire les choses de manière non plus... Ça se fait en douceur, en fait, ça s'accompagne. Alors, pour un urbanisme patrimonial et bioclimatique, alors on propose la végétalisation, retrouver la perméabilité, pareil, des limitations, maîtriser l'emprise des constructions, maîtriser les hauteurs, et surtout travailler sur les restaurations, pour adopter des techniques de restauration avec des matériaux biosourcés, tenir compte des caractéristiques des matériaux anciens. Un mur de maçonnerie, c'est un mur qui a une inertie, qui est un mur qui a une perméabilité, qui respire, et on ne peut pas l'enfermer avec des isolants synthétiques. Et on peut pas non plus, il faut laisser respirer, donc c'est réfléchir avant d'intervenir, et comment tenir compte à la fois du confort d'été et du confort d'hiver, se protéger du soleil. Vous savez, quand vous isolez un toit, vous avez des isolants pour éviter que le soleil tape, et vous avez d'autres isolants pour éviter de perdre la chaleur. Ce n'est pas les mêmes. En densité, ce sont deux. Alors là, je vous amène à Cayenne, ça devient un peu long. Là. Bon, Cayenne, c'est en Guyane, climat équatorial, chaud, humide. Il y a 8 heures de vol, on arrive là-bas, on est pris dans... Et la Guyane, donc c'est... Alors les données, on travaille sur les données environnementales. C'est pas un plan de sauvegarde, c'est un PVAP, c'est un plan de valorisation de l'architecture du patrimoine. Et dans lequel on a fait une étude très poussée avec donc toutes les données environnementales, la géomorphologie, l'hydrographie, les paysages, les ressources naturelles, les énergies renouvelables, le patrimoine naturel, trame verte et bleue, biodiversité, urbanisation, risque naturel, technologie, les nuisances. Il faut regarder tous ces sujets un par un pour faire l'étude. Et alors on parle également d'un grand paysage à Cayenne, parce que ce qu'on appelle le bouclier guyanais, c'est cette avancée de la terre dans la mer. Vous distinguez sur la terre ce qu'on appelle des mornes et des monts, des collines, des îles. Et ces mornes et ces monts, en fait, viennent un écho à des îles qui sont dans la mer. Et vous avez dans ce grand paysage cette perception des îles en écho avec les mornes et les monts. Donc on parle de ce grand paysage qui est la lecture de ces émergences, de ces mornes et ces monts qui sont assez caractéristiques. On a regardé également les risques naturels qui sont très importants à Cayenne. Il y a des risques effectivement de submersion, d'inondation, mais il y a des risques, vous voyez en vert, ce sont des risques d'effondrement. C'est les effondrements de ces... Vous voyez tout le bleu. On a regardé également les trames vertes et bleues. Les trames vertes, c'est les coulées végétales, les bleus, c'est les passages d'eau. Et c'est un territoire qui a été gagné sur l'eau. Vous voyez, c'est un plan ancien qui montre comment, par pulvérisation, on assèche les terres pour pouvoir développer la ville. En créant des canaux qui vont rester... ce qui est intéressant, c'est que ces canaux vont parfois être enterrés, mais ils vont être là en souterrain. Et c'est également un plan qui a été fait en 1764, et ils ont choisi un plan, comme on fait un plan de lotissement, où on parle de plan hippodamien, en faisant référence à Hippodamos de Millet, à Olympe, à tous ces plans orthonormés, comme un lotissement antique, avec des rues droites et des parcelles en lamelles, des bandes qui sont découpées. Et ce qui est important, c'est que ce plan a été orienté pour tenir compte, vous voyez ce qui est en bas à droite, c'est la rose des bancs, ce sont les alizés. Et comme c'est un pays qui souffre beaucoup de la chaleur, les alizés sont extrêmement importants parce que ces alizés vont rafraîchir la ville. Ils vont ventiler la ville en continu. Et dans la forme même des îlots va être dessinée pour permettre une ventilation de la ville et des maisons. Et d'ailleurs, l'architecture traditionnelle de Guyane, c'est des maisons qui sont entièrement persiennées. Toutes les façades sont en persienne pour que c'est un moyen de climatiser sans climatisation. Donc il y a le petit bastion, la première implantation bastionnée sur la colline, et la ville nouvelle qui vient en 1764. Alors ça c'est un plan intermédiaire, je vais passer. C'est la ville se développe progressivement. Et on a le même phénomène. Le département a été créé en 1946. Et on voit ici le développement de la ville entre 41 et 57, parce qu'il y a du noir et du rouge, et jusqu'à 2000-2012. Donc cette consommation d'espace, cet étalement. Cela dit, à Cayenne, c'est un peu nécessaire parce que les maisons restent basses pour permettre de maintenir des ventilations au passage des alizés. Et d'ailleurs, on a 13 bâtiments de hauteur de 1 à 3 niveaux. Et on a fait ce plan parce qu'on a, dans le plan local d'urbanisme, alors
je vous ai dit, c'est un plan de valorisation de l'architecture, donc c'est un document qui vient comme une servitude. Ce n'est pas du tout le plan d'urbanisme. Mais ce plan de valorisation, on l'a fait en même temps qu'on a traité le PLU, le plan local d'urbanisme. Il y a une équipe qui faisait le PLU et nous faisions le PVAP. Et donc on a fait les deux en même temps. Et on a pu transférer les règles qui venaient dans notre étude dans le PLU. Et c'est un moyen de rendre. Et donc là, on a utilisé ce plan parce que le PLU précédent permettait de monter à 5 niveaux. Seulement, si vous montez à 5 niveaux, si vous êtes au bout, vous coupez le vent aux autres. Et vous enlevez ce phénomène de rafraîchissement de la visée. Donc c'est pour ça qu'on l'a... Alors après, on travaille de la même manière sur l'architecture traditionnelle, quels sont les détails qui font que c'est une architecture particulière. Elle est intéressante. Alors là, il y a des constructions en pan de bois, il y a toute une technique sur le... On emploie la latérite, on travaille avec des orques, on travaille avec des mortiers, on fait ce qu'on appelle les... Il y a vraiment des techniques particulières. Vous voyez une maison entièrement persiennée, qui était ventilée sur toutes ses parois. Et également, on leur a montré, parce que c'est un sujet qu'ils n'aimaient pas, a priori qu'ils n'aimaient pas, c'était l'architecture moderne. Parce que pour eux, l'architecture s'arrêtait aux maisons créoles, aux maisons traditionnelles, persiennées, maisons dites créoles. Et on leur a dit non, mais il y a tout le patrimoine contemporain qui était intéressant. Et on a fait des études sur l'architecture 20e, et on leur a montré que c'était adapté au climat, qu'il y avait des systèmes de prévention, une architecture en bois, mais également en béton. Et on leur a dit, on a travaillé sur ces questions de confort dans les bâtiments en béton, en Guyane, en architecture moderne. Et ça, c'est un travail où ça a été un retournement culturel, parce que les gens n'aimaient pas cette architecture. Il a fallu qu'on fasse des présentations, qu'on argumente, qu'on montre des croquis, qu'on montre des exemples, qu'on fasse des visites pour qu'ils comprennent. Et donc il y a deux notions aussi qui sont très importantes pour l'UNESCO, c'est les notions d'authenticité et d'intégrité qui sont liées à la vérité. L'authenticité, c'est une porte 18e qui est d'origine, n'a pas la même valeur, on porte atteinte. Et la notion d'intégrité, avec quelques pratiques décalées. Vous voyez en bas à gauche sont des essences de wapou. C'est un bois local utilisé. Alors, les conditions du projet pour une ville intégrée, alors on a repris un peu la même trame, le grand paysage, la trame historique et le tracé des canaux, ça c'est pour la composition urbaine. Les paysages urbains qui sont les ambiances des quartiers en rapport avec les espaces publics et l'urbanisme végétal. Quand on parle d'urbanisme végétal, on parle de plantation dans la ville, de composition urbaine avec le végétal. C'est-à-dire que la composition urbaine, comme vous avez ici à Nîmes les boulevards qui remplacent qui sont au pied des anciens remparts, avec tous ces alignements micro-couliers, rentrent dans la composition urbaine de la ville. Vous avez le noyau médiéval de la ville, dans ces 40 hectares avec entre eux le boulevard. Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi, ça participe de la composition urbaine. Et l'architecture, à la fois traditionnelle et moderne. Et on a définir trois, de manière un peu, comment dire, pour que le patrimoine soit bien compris, il faut qu'on arrive à exprimer de manière simple et claire les choses pour que tout le monde les adhère au projet. Le but, c'est de partager le projet. Donc on a fait 3 secteurs réglementaires de manière schématique. On a fait le centre ancien en rouge, la zone une zone, on va dire, plus de faubourg en ocre, et des zones naturelles en vert. Et ça, c'est les éléments qu'on a demandé de protéger au titre du plan de valorisation de l'architecture. À la fois les monts et les mornes pour le grand paysage, puis ensuite... Et on a fait également des ateliers, c'est-à-dire que on a conjoint entre le PLU et le PVAP. Donc on a réuni, on a demandé à des bénévoles de participer à ces ateliers. On a fait 3 tables rondes avec 3 groupes. Le matin, on a visité 3 sites. On a visité un site au centre-ville, un site dans la ville à construire, à développer, parce qu'on a une très forte poussée démographique avec une grande demande de logement. Donc il faut fabriquer de la ville à Cayenne. Et on a vu un site naturel, la frange entre la partie construite et la nature. On est allé sur ces 3 sites avec des plans. Il y avait des élus, des techniciens, des responsables des services techniques. Il y avait des représentants d'associations, des bénévoles, des professionnels, des architectes et des paysagistes. Et ces groupes, chacun on va dire, de 15 personnes maximum, on est allé avec eux sur site, avec un bus, et on a regardé des plans et discuté avec eux en leur disant « Et là, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on fait ?» Et alors, on leur a nous dit ce qu'on voyait,
On leur a demandé, vous, qu'est-ce que vous pensez comme projet de ville? Qu'est-ce qu'on en fait tout ça? Et à la suite, on a fait des tables rondes, on a tourné sur ces tables, et on a fait tourner les équipes avec trois personnes, et on est arrivé finalement à des règles qui étaient des règles de bon sens pour l'intérêt commun, public, pour construire le projet. Et donc, ça nous a permis d'avoir des règles qui étaient comprises par tout le monde et qui étaient partagées. Et donc, on a fait cette démarche à la fois de médiation, de participation, mais en fait, c'est plus de médiation que de participation, c'était surtout comprendre le projet, partager le projet, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce qu'il faut l'adapter, comment. Et donc, on en est venu à un plan qui est quand même un plan détaillé, parce qu'on a même également fait un fichier immobilier, c'est-à-dire qu'on a les maisons les plus belles, on a fait des descriptions, on a dit ce qui était intéressant. C'est pour ça qu'il y a le noir, c'est les monuments, les rouges, c'est les plus importants. Enfin voilà, il y a un code de couleur. Et on a proposé également de digitaliser, des imperméabiliser, libérer les cœurs d'îlots, maîtriser les hauteurs. Ça, c'était un vaste débat, surtout avec les promoteurs, parce qu'un promoteur voit quand même l'opération, l'intérêt de l'opération, c'est plus il y en a, mieux c'est. Du point de vue économique, disons que la valeur du terrain est liée aussi aux capacités de construction. Mais il y a également, il faut que la production soit adaptée. Donc c'est ce bon équilibre à trouver en fait. Et travailler, le principe fondamental en Guyane, c'était de travailler sur la ventilation transversale. Permettre des ventilations transversales pour limiter les climatisations. Et une maison bien ventilée en Guyane, c'est une maison qui n'a pas besoin de ventilation. Par contre, vous avez des nuisances liées à la ventilation. Vous avez l'acoustique, entre autres, vous entendez ce qui se passe. Vous avez des choses où, quand il y a la fête dans la rue, quand il y a le carnaval, vous entendez le carnaval. Alors ça, c'est le grand plan du PLU qui est au croisement des deux. Donc ça, je me répète un peu. Ah oui, le maintien des corridors entre les maisons, parce qu'une construction traditionnelle, il y a toujours un corridor qui permet d'accéder au cœur d'îlot pour faire l'entretien et pour permettre de travailler. Et là, on n'a pas pu obtenir plus de 30% de sol perméable et végétalisé en cœur d'îlot, parce que il y a un vrai problème culturel en Guyane. Parce que la Guyane s'est faite en luttant contre la nature, contre la forêt amazonienne. Et ils ont chaque fois peur qu'on amène des végétaux, d'avoir des parasites, d'avoir des fourmis, des termites, d'avoir des trucs. Et donc, si vous voulez, c'est un sujet qui est vraiment... Pardon ? C'est de la boue quand c'est la latérite. Oui, il y a de la boue, mais ça sert aussi. Alors, bon, donc construire le projet de ville en s'appuyant sur le patrimoine, définir la valeur, au croisement de valeurs universelles et locales. Parce qu'il y a des valeurs dites universelles, mais aussi des valeurs locales qui ne sont pas à comprendre, entre nature et culture. Alors, moi je parle de l'écosystème patrimonial, je dis qu'il y a tout un ensemble qui fonctionne autour du patrimoine, avec une vision transversale du patrimoine dans son milieu, climat, site, paysage, urbanisme, architecture. Ce patrimoine, il faut qu'il vive, donc il faut l'adapter, il faut qu'il ait une valeur d'usage, il faut qu'il ait du sens aussi. Préserver les valeurs culturelles, sociales et économiques, réaffaire la vie sur elle-même, optimiser le bien écologique, un projet partagé, et toujours lutter contre la salubrité et la vacance, parce que c'est un phénomène qu'on voit partout, insalubrité, vacances, marchand de sommeil, les conditions d'habitation. Alors, la question de la gouvernance, c'est ceux qui dirigent, ceux qui organisent, c'est-à-dire à la fois les élus, les services techniques qui mettent en œuvre, et les participants, aux différents niveaux, élus, services, acteurs, population. Là, ce que j'ai mis en image, c'est un travail qu'on a fait à Erevan, avec une école d'architecture où on les faisait travailler pour la restauration d'un quartier d'Erevan, un quartier de Conte, qui est un quartier historique. On les a fait travailler avec la population et avec des discussions avec des associations pour partager le projet et comprendre le projet, ce qui fait l'intérêt. Parce que si vous allez à Erevan, vous verrez le quartier de Conte, c'est un quartier qui est un peu atypique dans Erevan, parce que s'il échappe à la grande composition urbaine, c'est un quartier dans lequel on a encore des constructions de style ottoman, en fait, l'urbanisme. Donc c'est un sujet, sur des sujets sur lesquels on travaille, et quand on travaille avec des élèves, des architectes, des urbanistes qui sont déjà des praticiens, on fait des ateliers pour développer ces questions. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? Parce que ça, c'est un peu la conclusion. J'ai eu une commande du ministère de la Culture qui m'a demandé de faire le bilan de 40 ans de plan de sauvegarde sur le niveau national. Et donc, à la fin de ces 40 ans, on avait pris 20 dossiers de plan de sauvegarde. Et sur ces 20 dossiers, on les a analysés, on regardait comment ils étaient faits, comment on passait de l'analyse pour faire des règles. Et ensuite, on a choisi civil, où on est allé voir comment ça fonctionnait. Et qu'est-ce qui faisait que ça fonctionnait. Et donc, c'est un peu les conclusions.
Le projet est facile à lire et à comprendre. Il faut que le projet soit simple d'expression et que tout le monde puisse le comprendre. Qu'il n'y ait pas de problème à la fois de vocabulaire. Donc c'est vrai qu'on a tendance un peu à résumer, à schématiser, mais il faut que tout le monde partage. Qu'est-ce qui fait cette valeur? Comment on va s'appuyer sur la valeur pour faire le projet? Un projet inscrit dans la durée, c'est-à-dire qu'un projet, c'est pas un mandat politique. Un projet, c'est... le Yves Doge qui était là l'autre jour, vous direz, ça a été 40 ans de mandat chinois. C'est-à-dire, même si l'homme politique change, il faut que le projet continue. C'est un projet qui s'inscrit dans la durée. C'est un projet, partager le projet avec la formation, la médiation. Savoir communiquer sur le projet, qu'est-ce qui fait l'intérêt du projet, pourquoi on parle. Un élu référent, parce que souvent dans l'équipe, quand on fait une étude, on aime bien qu'il y ait un élu qui suive l'étude, parce que cet élu, c'est lui qui va porter la parole auprès des autres. Et si un élu a compris, le message passe bien. Et cet élu également, on l'associe aux décisions concernant les règles. Pour qu'ils comprennent, quand on instruit un dossier, pourquoi à un moment donné il faut dire non, pourquoi à un moment donné il faut... Parce qu'une fois que c'est compris, ça fonctionne et l'élu, il sait de quoi. Un lieu unique d'accueil d'informations, parce qu'en fait, on vit dans un monde où il y a toute une série de documents qui s'interprètent en interface. Vous avez des déclarations de travaux à faire, vous avez le contenu du dossier déclaration, vous avez des demandes si vous voulez une subvention à l'ANA, vous avez ou un ravalement de façade. Et donc, faire un lieu unique, vous avez un pilote qui représente le dossier et qui oriente tout. Avec un lieu d'accueil et d'information pour toutes les personnes qui ne savent pas faire un dossier, les services peuvent les aider à le monter. C'est pas très compliqué, et une personne qui sait va beaucoup plus vite. Un pilote dédié, donc un responsable, une instruction partagée, parce que comme on est dans le patrimoine, il y a l'architecte des bâtiments de France, mais il faut qu'il y ait un élu et qu'il y ait les services techniques, les représentants des services instructeurs. Parce que c'est quand tout le monde comprend la règle qu'elle est applicable. La concertation des services, parce que dans toutes nos administrations, les services fonctionnent en silo, et c'est d'autant plus grave, d'autant plus significatif depuis qu'on a le système des agglos qui vient, ou des communautés de communes qui vient par-dessus les systèmes communaux. Et donc, moi je me rappelle un exemple à Pau. Devant le lycée, on avait 2 lampadaires. Un qui était en lien avec le bus à haut niveau de service payé par la communauté, par l'agglo, et l'autre qui était par les services techniques de la ville. Donc on avait 2 lampadaires différents devant l'entrée du lycée. Ça montre, il y a des choses comme ça, que les services, une cohérence de concertation des services, faire des exemples, alors ça c'est extrêmement important, et communiquer sur les exemples, parce que plutôt que de faire des règles et enfin, on fait des règles, mais les règles en fait on y va quand on a des problèmes. Il vaut beaucoup mieux faire des exemples, travailler par la qualité, montrer ce qui se fait de bien, parce que tout le monde a envie de quelque chose de mieux. Et ça marche parfaitement les exemples. Donc on fait quand il y a des réalisations exemplaires, on fait des visites, on fait des commentaires, on invite la population, on fait venir le Radio Bleu, on fait un article dans le Midi Libre ou dans le journal, et ça c'est extrêmement important. Visiter les logements restaurés par exemple, je crois que personnellement j'ai dû le faire une fois à Nîmes quand on a fait un projet aux Escafilous. Mais sinon, c'est vrai que c'est des choses qu'il faut faire. La médiation des réponses adaptées, c'est toujours partagé, expliqué. Assurer le suivi et le contrôle, c'est-à-dire qu'il faut quand même une certaine rigueur, il faut suivre ce qui se fait et contrôler. Et prévoir des aides et des outils opérationnels, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte qui est quand même contraint, il y a des obligations, mais il faut à côté de ça prévoir des systèmes d'aide et d'outils opérationnels. Alors, ça peut être des opérations de ravalement de façade, une opération de programmée thématique, une aide à la réhabilitation écologique. Il y a plusieurs façons de faire des aides. Et vous savez que le principe de l'État, c'est quand il y a un outil croisé avec d'autres outils pour avoir une action plus forte et mutualisée. Et ça, c'est un des grands principes de l'administration. Donc, pour ce qui est des aides de l'architecture, alors c'est effectivement tenir compte de la valeur sociale et culturelle de l'édifice, et surtout maîtriser le bilan écologique. C'est-à-dire qu'une maison ancienne, on ne peut pas voir que le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Il n'y a pas que la consommation d'énergie dans le bilan d'une maison. Et donc, c'est plutôt avoir, si on veut tenir compte des conforts d'été et d'hiver, il faut avoir fait un schéma de simulation thermique dynamique. Il faut regarder comment le bâtiment se comporte sur un cycle annuel, sur une année. Et ça, si vous voulez, c'est des études qui coûtent cher, donc on en fait quelques-unes et on reproduit ce qui marche.
Et donc, tenir compte de la qualité des matériaux, parce que les matériaux traditionnels, et vous savez, dans une ville ancienne, il y a 90% des matériaux qui sont anciens. Autrefois, on construisait en réutilisant beaucoup. Et donc, vous avez des murs de pierre avec des maçonneries, vous avez des planchers de bois avec de la terre cuite. Il y a une inertie des matériaux, il y a une perméabilité des matériaux dont il faut tenir compte. Il y a des caractéristiques. Il y a une isolée, confort d'hiver, confort d'été. Ventilation, pensez toujours à la ventilation. Chaque fois que vous avez des bâtiments, des logements traversants, si vous pouvez ventiler nord-sud dans un logement à Nîmes, vous avez beaucoup plus de confort que si vous fermez un côté. Les ventilations mécaniques, quand il n'y a pas, il faut traiter les problèmes d'apport d'humidité parce qu'on apporte tout le temps de l'humidité avec la cuisine, ne serait-ce qu'en respirant ou en vivant dans une pièce. Donc quand on a des salles de bain, des cuisines qui sont enfermées, il faut les ventiler. Mutualiser les équipements, parce qu'on s'est rendu compte que les bilans écologiques, quand on travaille à l'échelle d'un îlot ou d'un quartier, on est beaucoup plus performant que quand on travaille à l'échelle d'un logement. Un minima, l'idéal, c'est de travailler à l'échelle de l'immeuble. Parce que le bilan écologique à l'échelle de l'immeuble est beaucoup plus intéressant qu'à l'échelle du logement. Travailler en basse température, parce que vous savez que plus la température est chaude, plus il y aura de pertes et de déperditions. Donc on a intérêt à travailler quand on veut distribuer de l'eau chaude avec des basses températures pour limiter les déperditions et avoir ponctuellement un complément de chaleur à la sortie. C'est beaucoup plus efficace. Avec des matériaux biosourcés, et utiliser des ressources locales, humaines et techniques, parce que dans tous les bilans écologiques de nos constructions, ce qui compte le plus, c'est souvent les transports et l'origine des matériaux. Et les matériaux biosourcés, parce qu'ils ont des qualités qui sont parfaitement adaptées. Bon, donc ça c'est un peu la dernière image, parce que j'ai été très bavard, mais c'est donner du sens, créer du lien, c'est faire que les gens se parlent et apporter de l'intelligence, de la valeur aux choses et donner du sens aux choses. Ben, écoutez, j'arrête là-dessus. Maintenant on peut parler. Bon, merci beaucoup Antoine pour ce magnifique cours d'urbanisme. Je crois que toute l'équipe du CAUE, c'est toujours un plaisir. Et puis tu présentes des choses de façon très simple qui ne le sont pas forcément. Et donc ça, on voit aussi que tu es pédagogue. Hein. Tu enseignes à Chaillot et puis on voit aussi nous, des gens qui ont été des étudiants qui reviennent et qui connaissent un petit peu Nîmes aussi parce que tu leur en as parlé. Donc c'est bien pour nous, ça nous fait des retours sur cette pratique et puis la simplicité de ton propos. Je pars sur le contrôle de Vincent Bouger, le président du CAUE, qui est aussi, comme vous le savez, élu à la ville, la complexité de la gestion urbaine, hein, avec des paramètres politiques, économiques qui se croisent en permanence. Donc, ce sujet, bien évidemment, de la gestion, de la gouvernance de ces centres anciens, il n'est plus que jamais présent hein, dans notre société. C'est aussi une... Alors moi, je vais aller sur un sujet comme ça, pas pour te titiller, mais pour essayer d'acclimater un peu notre conversation. On voit là que dans notre pays, on a cette chance, hein, on a quand même des outils administratifs, juridiques, on met aussi de l'argent qui permettent, quand il y a la volonté, ça je crois que tu as expliqué, derrière tout ça quand même il y a des volontés politiques où il n'y en a pas, ça c'est quand même... et puis derrière les volontés politiques, il y a aussi l'adhésion d'une société locale, et puis il peut y avoir aussi des versions différentes de cet engagement. Alors je me sens sur... et puis moi je voulais simplement évoquer comment... donc 40 ans de cette évolution pour 100 villes, effectivement tu l'as dit, sur 36 000 communes, donc c'est pas énorme, même si on entend oui, il y a des protections de tous les côtés, les ABF nous enquiquinent.
bon, on sent qu'ils sont là aussi, hein. Bon, j'espère qu'il y a peut-être des élus ici. Bon, aussi, on travaille surtout pour les maires et les petits maires. Elle fait les petits, entre guillemets, petits, excusez-moi, tout ça pour bon, donc, la revalorisation des patrimoines urbains, bon, il y a les outils, il y a la volonté. Alors, nous, au CAUE, on donne du conseil aux collectivités. Et donc, on passe un petit peu en amont de la maîtrise des œuvres privées. Toi, tu es engagé pour vraiment réaliser. Nous, on vient leur dire, et ça serait bien que vous fassiez appel à Antoine Bourguerolles, parce que vous n'allez pas vous en sortir. Ce qui nous questionne beaucoup, c'est d'avoir un petit peu d'être dans des situations schizophréniques. C'est-à-dire, on a, je pense bon, ici c'est le cas, on a des patrimoines urbains qui sont intéressants, on a des outils qui sont en place, et puis à côté de ça, on a d'autres politiques publiques. Je parle plus concrètement de tout ce qui est aménagement commercial. Ou d'aménagement de zones économiques qui fonctionnent en parallèle et les deux ne se croisent pas. Et ça, souvent, nous, on est interpellés par des élus qui nous disent, qui sont de bonne foi, hein, qui nous disent, venez, on travaille sur le centre ancien. Puis ils ont à cœur, hein, ils ont conscience hein, souvent de leur fragilité, mais aussi de la beauté de ce qu'ils ont. Et puis, parallèlement, on dirait que dans le cerveau, il y a une séparation. Et parallèlement, bon, on va développer de la zone d'activité. Enfin, on va développer de la zone d'activité, c'est pas le sujet. On va développer des politiques qui vont avoir un effet négatif sur ces centres anciens. Et ça, depuis les 20 dernières années, alors qu'on aurait pu penser que avec 40 ans de Malraux, bon, il y avait eu Raffarin qui avait, vous vous rappelez, il y a une vingtaine d'années, il y avait quand même une prise de conscience générale. Là, les 20 dernières années, il y a un recul pour les petites villes de province. Je parle, bon, Nîmes, c'est pas une petite ville, mais tout le maillage des sous-préfectures, on le voit nous, en Occitanie, ou des petites préfectures. Les centres anciens, ils sont à la fois requalifiés et en même temps dévitalisés. Pourquoi? Pas par l'opération du Saint-Esprit, mais parce qu'on fait en proximité, on balance sans ménagement. Tu m'excuses, hein, Président, je me lâche un peu, mais on balance sans ménagement avec des outils, bon, des outils qui bon, on a des exemples là. Un hypermarché, c'est 20 000 mètres carrés. Il y a des hypermarchés, des sous-préfectures de 10 000 habitants qui existent depuis 7-8 siècles, avec un marché tous les jeudis, et tous ces trucs en l'espace de 20 ans, parce que ça, bon, il y a quand même des lois qui sont passées hein, en 2008, 2010, on a Yves Doge, tu en parlais, qui est un Nîmois, qui est quelqu'un qui a eu des responsabilités, qui a été sénateur, qui a suivi tout ce secteur, pourrait en parler beaucoup mieux que moi, bien sûr. Donc on a laissé finalement, on a laissé faire ces périurbanisations qui ont asséché complètement tout ça. Et ça, c'est pas il y a 40 ans, ça c'est en cours. Et puis, voilà, moi aujourd'hui, il y a un certain nombre de professionnels qui disent mais à quoi ça sert finalement d'aller balancer nous, on nous fait travailler, enfin pas ici dans le Gard, on a des élus qui font attention, mais il y a des lieux où on travaille à la fois sur la qualification de zones d'activité qui vont recevoir des équipements, et puis sur l'aménagement urbain. Et on se dit à la fin, mais comment ça peut marcher, quoi. Et donc la question c'est... Je ne sais pas si je pourrais répondre. Voilà. Mais,
Voilà. Bon, après, je ne sais pas, peut-être que c'est pas le sujet, Michel. Mais c'est un sujet de fond, c'est la cohérence territoriale. La cohérence territoriale, c'est la cohérence du territoire. C'est-à-dire qu'on a des espaces qui ont une... D'abord, enfin, je veux dire, c'est une approche globale du territoire. On peut identifier dans le territoire des fonctions, parce que c'est l'urbanisme à l'échelle du territoire, en fait. Comment on trouve l'équilibre? On sait que quand on a créé la FNAC dans Nîmes, on a vidé des magasins du centre-ville. On sait que quand on a créé la ville active aussi, on a déséquilibré. Ça répond à une demande pour toute la population qui a des voitures, qui est dans les zones périphériques. Et donc ça fait partie des équilibres à trouver à l'échelle de l'agglomération, de la structure. Et plus on a une vision large du territoire, mieux c'est. C'est pour ça qu'il faut que la structure, je ne sais pas, l'agence d'urbanisme de la ville, c'est elle qu'il faudrait poser la question. Quel est votre projet sur le rééquilibrage des fonctions et la maîtrise de ces fonctions? Mais on sait qu'il faut de l'économie pour faire vivre un pays, mais alors comment, quelle est la bonne échelle d'économie? Un peu, c'est régler ces déséquilibres, comme on a vu, avec morte trop de touristes, comment on règle ça? Parce qu'en fait, en même temps, c'est un revenu pour la ville, mais il faut le pondérer et trouver une qualité. De toute façon, si ça devient vivable, les touristes ne viendront plus. Qu'est-ce qui se passe à Dubrovnik? C'est que la ville, elle est vide pour les touristes. Donc c'est pas... Alors il y a un grand bateau qui arrive, et 15 500 personnes qui partent dans... Donc on a des BNB partout, donc on a ce sujet partout au niveau, on a un groupe de travail au niveau international, il y a des villes de différents pays qui travaillent. Mais en fait la solution, tu la donnes quand tu dis, c'est le politique qui mène le dossier, c'est lui qui décide, c'est lui qui est responsable, mais il s'appuie sur notre compétence d'urbaniste, d'agence d'urbanisme, et c'est là où il faut être en lien. Il faut être en lien. Et on ne peut pas voir que le patrimoine d'un côté. Moi, ma spécialité, c'est ça, mais au niveau du... Moi, je rajoute le paysage quand même et le territoire, mais au niveau de l'économie, il faut retrouver ces équilibres. Et un développement patrimonial, un développement intégré, c'est un développement dans lequel l'économie permet au pays d'être en autosuffisance au territoire, d'être en autofonctionnement. Je ne saurais pas dire, après les recettes, elles sont au cas par cas à étudier chaque fois. Et c'est pas après le pouvoir, il faut travailler avec les chambres de commerce, il faut travailler avec des acteurs aussi économiques. Et il faut s'inscrire dans une vision d'ensemble. Je ne sais pas, après j'ai pas de... je ne saurais pas quoi dire. C'est des déviations comme celle du mitage, de cet étalement urbain, c'est aussi une déviation. Je veux dire, ce gaspillage des... Quelle que soit la ville en Languedoc-Occitanie, vous regarderez les photos entre les années 60 et aujourd'hui, les photos aériennes, toutes les bases de photos IGN, il suffit de les regarder, c'est une explosion. Alors après, comment... Parce que là, on crée d'autres problèmes quand on fait trop de pavillons, une ville, c'est une structure complexe. Une ville, elle fonctionne parce qu'il y a le rôle social de la ville, c'est un point de rencontre, mais il y a aussi un équilibre avec... trouver un boulanger pas trop loin de sa maison, pouvoir un infirmier, avoir un médecin, ça c'est des services qui font que la ville fonctionne. Si on est obligé de prendre le bus pour aller au CHU parce qu'on trouve personne en ville, ça devient compliqué. Donc ça c'est des équilibres, on est vraiment dans la gouvernance, dans la cohérence du territoire. Et l'équilibre entre la densification, parce que moi j'ai le sentiment dans les exemples que tu dédensifiais plutôt. Je dédensifie, mais sur des zones où on arrive à saturation. À Pau, il y a du R+5, R+6, et c'est très très dense, et vraiment c'est les zones étouffées qu'on a traitées. Ouais, parce que dans les... Pour donner des respirations dans la ville. Mais l'équilibre entre la densification qui est encouragée aujourd'hui et la renaturation des villes et le végétal et tout, où il est, parce que moi ce que je vois à Nîmes, ça se densifie, mais il n'y a plus 1 mètre carré de végétal, quoi. Il y a des jardins, il y a des cours, il y a des jardins. Ah non, c'est justement des maisons avec des jardins qui deviennent des collectifs les uns à côté des autres. Mais ça, il faut mettre des règles sur ça. Sur l'urbanisme, doit aussi introduire des règles sur la végétation et la perméabilité. Et ça, on n'y échappe pas. Le projet qu'on a fait, quand on a fait le projet qui va de la gare aux arènes avec Marguerite,
on a beaucoup bétonné, on a mis beaucoup de végétal, mais même les bétons qu'on a fait, on saurait aujourd'hui, on n'aurait pas fait ces bétons. On aurait fait des bétons poreux ou on aurait fait d'autres matériaux. On voit bien que c'est un projet qui date, et qui n'était pas à la pointe de... Il était à la pointe pour certains côtés, mais pas pour le... Il a redonné une valeur d'usage au centre-ville. Et à l'avenue Feuchère, quand on l'a rendu piétonne, ça a permis de venir de la gare en ville à pied, ça a donné notre qualité. On a eu des plaintes des commerçants, là, le pharmacien qui est sur le côté, qui nous a fait des lettres terribles. Mais en fait, on redonne une valeur à l'espace public. Mais c'est vrai qu'on n'aurait pas fait, on ne ferait plus des bétons comme ça. Et ça, c'est des recettes un peu faciles, un peu... Maintenant, il faut corriger tout ça. Mais bon, on avance en faisant des erreurs aussi. Oui, a priori, c'est quand même l'économie aujourd'hui qui grossièrement dicte l'urbanisme. Pour te rejoindre, en fait, c'est clair. Les cœurs de ville qui s'appauvrissent commercialement, parce que, a priori, c'est les commerçants qui sont impactés par ces zones d'activité périphériques. Et en revanche, vous n'avez pas donné, enfin, les réseaux viaires, la place de la voiture aussi. La place de la voiture, c'est-à-dire que une voiture, elle passe 90% de son temps en stationnement. Voilà. Donc, elle reste dans un garage la nuit et on la met dans un parking le jour. Donc, est-ce qu'il faut faire des parkings silos en périphérie? Là, toutes les villes maintenant travaillent sur des transports alternatifs. Je sais, j'ai beaucoup travaillé à Bayonne, on a mis 20 ans à sortir la voiture de la ville à Bayonne. Et maintenant, il y a une navette qui passe toutes les... Et je pense que c'est vraiment la réponse, parce qu'aujourd'hui, et on le sait, c'est toujours une nuisance, la voiture, dans un cœur de ville. Et c'est, je pense, une des solutions et une des priorités de gérer la voiture en cœur de ville. Tout ce qui est mobilité aujourd'hui, pour qu'on redonne la vraie vie d'un cœur de ville, parce que la vie dans l'histoire d'un centre ancien, c'était avant tout, alors le piéton parce qu'il n'y avait pas autre chose, d'autres transports en commun plus rudimentaires, mais pour créer le lien, pour finir aussi sur la conclusion, il faut qu'il y ait de l'échange, et c'est pas que du trafic de transport qui va créer du lien. Donc, à mon avis, c'est... Alors, à Aigues-Mortes, par exemple, il est prévu de faire un parking près d'un rond-point, là où il y a des supermarchés à l'entrée, et de faire une entrée pour les touristes en bateau. Et il est prévu de faire... Alors, il y a des pistes comme ça, mais les choses prennent du temps. Non, mais je pense que le politique, il faut vraiment le sensibiliser là-dessus. Oui. C'est que... Mais le politique, on est là pour le... Nous, on est des techniciens. Oui, mais justement, ils ont besoin de technicité, les élus, parce que généralement, ils n'ont pas la culture que vous avez, qu'on a. Donc il faut qu'il y ait cette sensibilisation, dire attention, le problème, il est là. Pour moi, c'est la voiture. Il n'y a pas que la voiture, il y a tout un tas de facteurs. Non, mais justement, dans l'entité vie économique d'un centre ancien et la vie économique d'une périphérie, ils sont diamétralement opposés. En revanche, si on veut faire revivre les centres anciens, c'est avant tout de faire revivre une économie, une réelle économie. Donc ne pas chasser les services en général. Il y a les commerces, mais il y a aussi les médecins, tous ces services. Mais l'économie, elle est prédominante. Oui, je vais vous reprendre un peu au vol, je m'en excuse, mais je voulais poser une autre question. Quand vous prenez comme exemple le travail que vous avez fait avec Marguerite sur l'aménagement de la VF, il semble que vous soyez un peu écarté, pour ne pas dire très éloigné, des recommandations que la Commission nationale des sites secteurs extérieurs avait recommandées, c'est-à-dire il y avait quand même une note qui avait été un compte rendu qui était relativement précis. Il fallait garder autour de l'esplanade l'aspect 19e et ne pas mettre en vue sur les arènes. Il fallait conserver les 4 alignements sur l'avenue Jean Jaurès. Il semble que les élus sont passés outre ces recommandations. C'est pour ça que c'est toujours important d'avoir des commissions, mais faut-il encore de temps en temps essayer de respecter. Mais, vous savez, je vais prendre un exemple sur je voulais poser une question qui me paraissait intéressante. À Nîmes, il y a, semble-t-il, un aménagement pour le centre
urbain, une opération qui à première vue a été une réussite, c'est l'îlot Littré. Comment se fait-il qu'il n'a pas été depuis 40 ans ou 35 ans reproduit dans d'autres secteurs du centre-ville? Juste après l'îlot Littré, il y a eu les esclaves chidous. On a fait du logement social. Oui, non, mais globalement, parce que c'est la maîtrise foncière en fait qui était... il y avait la maîtrise foncière d'un îlot qui était prévu à la démolition. L'ensemble était prévu démoli. Et la ville avait la maîtrise foncière et elle a mis en place des opérations. Alors à la fois de défiscalisation, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont investi dans de la défiscalisation avec des associations foncières urbaines pour louer et défiscaliser. Et il y a eu aussi du logement social qui a été fait. Mais c'est des exemples comme ça qu'il faut reproduire. Mais concernant les commissions nationales, je vais prendre un exemple sur les arènes. Moi j'avais présenté un dossier où on avait une visite souterraine de la tour de rempart qui est devant les arènes. Et ça m'a été refusé en commission nationale. Le directeur national de l'archéologie a dit il n'en est pas question, il faut remblayer pour protéger. C'est pour vous dire, les commissions nationales, parfois elles sont pas... C'est pas toujours évident. Mais en fait c'est des sujets... mais la ville c'est quelque chose de complexe. Hein. Il y a une économie de la ville au quotidien, on va dire. Après, c'est vrai qu'on va tous à un moment donné dans des grands magasins. Hein. Mais c'est des choses parallèles. Parce qu'il n'y en a pas dans la ville. Moi, je voudrais savoir comment vous arriverez à concilier deux discours qui paraissent un peu antinomiques, c'est-à-dire le discours de la loi Allure, il y a 4 ou 5 ans, indiquant que le bâti, le pavillonnaire, les villes s'étendent trop, mangent de l'espace et qu'il faut rebâtir la ville sur la ville. C'était ça le discours. Et maintenant on dit il faut désimperméabiliser, il faut végétaliser, il faut aérer. Alors comment on arrive à concilier? C'était ma question. Parce que vous avez 20% des logements qui sont vacants. Donc réinvestir ces 20% de logements, il faut donner envie aux gens de venir y habiter. Et pour donner envie aux gens, il faut que ces logements aient un minimum d'éclairement, de confort. Il faut qu'ils aient des aménités, qu'ils aient des éléments qui leur donnent envie. Et en fait, quand on parle des imperméabilisations, on parle également des revêtements des espaces publics. Limiter les surfaces en enrobé, créer des surfaces végétalisées dans les rues. Après, quand on est dans les cours et dans les villes aussi. Mais par contre, on garde du bâti. On fait pas quand on parle de démolir, de dégager des cœurs d'îlots, c'est parce que ces cœurs d'îlots sont tellement denses qu'ils ont perdu leur qualité d'habitabilité. Et donc, la surface, même s'il y a beaucoup de couleurs jaunes dans les plans, ça ne représente pas beaucoup de mètres carrés. Parce qu'en général, on s'appuie sur l'histoire de la ville et on garde les bâtiments historiques. Et on enlève plutôt ce qui est les garages, les constructions qui sont faites dans les cours, les enrobés en ciment, les ciments qui sont à l'intérieur des cours. C'est en fait ça la règle. Et quand on fixe la limite de constructibilité, on sait qu'elle touche relativement peu de parcelles, parce que, en fait, vous avez les 4/5 de la ville qui est conservée. Vous avez par contre ce qu'on appelle les dents creuses, enfin les petits bâtiments démolis, où il faut recomposer. Là, je me posais la question, j'ai failli vous montrer des photos, mais quand vous allez à Nîmes, après l'ancienne chambre de commerce, vous voyez la partie qui a été démolie là. Il y a quand on va regarder vers Jean Jaurès, il y a toute une partie d'îlot qui est démolie. Qu'est-ce qu'ils vont faire comme projet? Quand on fait quelle évolution on donne à l'avenue Jean Jaurès? Qu'est-ce qu'on accepte comme constructibilité? Qu'est-ce qu'on garde comme bâtiment historique ou pas? Comme témoin? Est-ce qu'ils ont une valeur? Il y a eu toute une polémique quand il y avait la maison Art déco avec un projet derrière. Mais moi je pense que ce qu'il faut, c'est que le résultat à l'arrivée soit mieux que ce qu'il y avait avant. Ça, c'est la première règle. Après, c'est vrai qu'il y a des choses, quand c'est des unicums, quand c'est vraiment exceptionnel, il faut le garder. Mais voilà, bon, après, il faut introduire les bonnes règles et il faut surtout qu'elles soient comprises et bien interprétées. Parce que vous avez beau écrire... et puis, il faut se faire confiance aussi aux gens qui interviennent. Je dirais, les acteurs, les promoteurs, c'est des éléments importants dans une ville. Parce que c'est des éléments qui permettent de fabriquer la ville. S'il n'y avait pas eu Foulk, on n'aurait pas la rue Cité Foulk. En fait, la ville lui a laissé faire tout l'aménagement du quartier. Donc il y a des promoteurs qui ont... C'est un rôle important aussi. Mais c'est un équilibre à trouver dans les...
J'ai une question sur la structure foncière, parce que vous nous avez montré des exemples qui sont marqués par un lamellage foncier étroit, qui a été un problème pour l'évolution aussi de ces tissus. Et on sait aussi, quand vous parlez de l'avenue Jean Jaurès, que c'est la répercussion de cette fragmentation en façade et de son traitement qui donne un rythme en termes de paysage urbain. Donc je voudrais savoir si vous, dans vos préconisations, vous faites un travail sur à la fois la question de la marqueterie foncière et à la fois la question de la maîtrise foncière. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un groupement foncier et garder un rythme. Est-ce que ça fait c'est ce qu'on dit, oui, c'est ce qu'on dit. On dit qu'il faut garder ces rythmes, ces ambiances urbaines, les paysages urbains, qui sont liés à la fois au parcellaire et à l'histoire de la ville. Et il ne faut pas vouloir systématiquement les gommer, au contraire, il faut introduire un rythme. On a fait un projet, parce que, alors là je parlerai de projet d'architecture. Il faudrait que je vous montre, on a fait des projets à Bayonne, où on a fait des immeubles contemporains, mais avec des rythmes. Je veux dire, après c'est une question de qualité d'architecture, de projet, c'est-à-dire rentrer dans le projet d'architecture, intégrer dans le projet le rapport au contexte urbain et contextualiser le projet. Et je ne sais pas l'exemple que j'ai montré d'Avignon, il n'est peut-être pas très visible, mais c'est un très bel exemple parce que c'est une architecture contemporaine qui a une belle matière, une belle matérialité, et qui a des rythmes, et qui vient juste derrière les remparts, mais qui parle avec de la pierre. Il y a plein de qualités, il y a plusieurs facteurs qui font la qualité du projet. Et il faut comprendre pourquoi il y a des bons projets, et après, et c'est certain qu'il faut des rythmes, il faut s'appuyer sur l'histoire du parcellaire, s'appuyer sur les rythmes. Après, ça n'empêche pas de travailler sur des îlots ou sur un quartier. Parce qu'en fait, l'activité, elle est sur le plan d'urbanisme, il est sur le global. J'ai une seconde question qui n'a pas du tout la même porte. En termes de patrimoine contemporain, est-ce que vous faites un travail, j'ai vu que vous travaillez sur plusieurs niveaux, les centres, les périphéries, mais ce qui me semble le plus urgent pour moi en tant que paysagiste urbaniste, c'est dans tous les territoires de périphérie urbaine, de commencer à marquer la valeur des choses. Parce qu'en fait, il n'y a plus du tout d'aspiration à avoir un projet d'ensemble, à avoir une vision, entre guillemets, poétique de l'avenir, c'est-à-dire on fait un lotissement, on est pragmatique. Oui, mais ça n'empêche pas de bien faire. Oui, ça empêche pas de bien faire, mais il n'y a pas de règles qui nous amènent à protéger cette démarche. Il y a des ensembles qui sont protégés au titre du patrimoine 20e, c'est les labels ACR, architecture contemporaine remarquable, et on dit que quand il y a un label ACR, passé 100 ans, il faut protéger ou les protéger. Mais c'est vrai que c'est le discours, la problématique, il y a le quartier de la Butte Rouge, là, qui a fait beaucoup parler de lui. Il y a un quartier qui a fait l'objet d'une étude à Bordeaux, c'est à Pessac, je crois, c'est un projet de Corbu, où il y a toute une étude justement parce que c'est une copropriété avec des bâtiments construits dans un lotissement par un fabricant de ciment, et ces bâtiments sont devenus des propriétés individuelles avec une approche qui était plus celle des individus que de garder la notion d'ensemble. Et ça, je sais qu'il y a un projet. Mais c'est des sujets actuellement qui sont très importants. Et c'est aussi le patrimoine 20e, c'est un sujet qui est compliqué parce que les comportements thermiques et climatiques du bâti en béton ou de ces grands ensembles est plus difficile, différent. Non pas plus difficile, disons que les règles actuelles de DPE et autres, elles sont faites pour corriger cette erreur, c'était le grand chantier. Parce qu'on touchait une masse de bâtiments d'un seul coup, en faisant de l'isolation par l'extérieur, en faisant des trucs. Mais c'est vrai que ça fait du tort actuellement, avec les normes actuelles sur le bâti ancien. Donc on est en train de le corriger. Je participe à un travail sur les normes, l'AFNOR, pour justement les normes appliquées thermiques et de restauration des bâtiments. Mais c'est des sujets où il faut qu'on soit présent. Mais c'est compliqué. Parce qu'il y a des équilibres au niveau national aussi, avec l'économie. Enfin, c'est pas évident comme débat. Mais c'est un sujet important. Une dernière question ? Oui, une question. Comment concilier finalement la créativité, l'innovation, l'artistique avec les PLU qui souvent sont, au niveau de la réglementation, contraints par de l'existant. Donc on construit un PLU
par rapport à des quartiers qui sont déjà existants. Il y en a qui... Là où la ville peut avoir une maîtrise foncière, elle peut aller loin, mais là où c'est très parcellaire, c'est très compliqué. Et c'est surtout l'innovation. J'ai l'impression qu'à force de faire des PLU, des PLUI, des PADD, des EAP, enfin tout ce qu'on veut, on contraint la créativité et on n'aura plus jamais en fait, extraordinaires qui feront un jour partie du patrimoine. Et c'est une réflexion sur comment faire, je prends l'exemple, la Maison Carrée, le Carré d'Art, le Musée de la Romanité et les arènes. Il y a la modernité d'un côté et le patrimoine de l'autre. Et un jour, cette modernité rentrera dans le patrimoine. Donc comment on fait? Vous voyez ce qui a été, quand il y a eu le projet de la Romanité, les règles qui ont été données, ça a été... J'avais fait une étude de ZAC sur les lots pour la ville, et on avait retenu des règles. On avait retenu la première règle, c'était limiter la hauteur, le gabarit, par rapport aux arènes. La deuxième règle, c'était imposer qu'il y ait une saignée dans le bâtiment pour rappeler le passage des remparts. Mais en fait, c'était les deux seules règles qu'il y avait. Gabarit, et donc, si vous voulez, c'est les deux seuls qui ont été... Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on parle en termes d'objectifs et non pas de règles. C'est-à-dire qu'on se fixe des objectifs et on demande de satisfaire à des performances. Ça, on essaie de retourner la question comme ça. Mais la créativité, elle est plutôt dans les architectes créateurs. C'est là qu'elle doit être. Après, moi, la Romanité, je ne suis pas du tout convaincu du projet. Mais ça, autant Foster... et ça, c'est autre chose. Quel regard vous portez en tant que Limois sur la politique patrimoniale qui est posée sur Nîmes, puisque au-delà du plan de sauvegarde et de mise en valeur étendue qui a été mis à l'enquête il n'y a pas très longtemps, il semble quand même qu'il y ait une certaine pauvreté dans le traitement des faubourgs, par exemple, puisque vous citiez tout à l'heure la maison de la rue de l'Abattoir. C'est une véritable honte, puisqu'il y en avait très très peu de ce style art déco, elle a été démolie pour faire un cube. Et j'ai lu les attendus de la BF à l'époque, c'était le respect de la nouvelle trame urbaine. Je ne sais pas trop où est la nouvelle trame urbaine quand on voit la disparité et l'absence de cohérence absolue de l'architecture de Jean Jaurès. Donc d'une manière générale, par rapport aux travaux que vous avez exposés sur Pau, sur Cayenne, vous avez fait un travail qui identifiait bien au-delà des centres-villes le bâti de caractère. Il semblerait qu'à Nîmes, cette réflexion-là n'existe absolument pas. Je ne sais pas, je pense qu'à Nîmes, il y a un travail... Enfin, tous les gens qui sont extérieurs à Nîmes viennent avec une vision positive de la ville pour le travail qui est fait sur les façades, pour le travail qui est fait sur des espaces publics. Mais c'est des travaux aussi. Non, mais je vous dis, ça c'est vrai, c'est ce qu'on entend déjà. Qui viennent de Paris, qui viennent d'ailleurs. Enfin, moi, je ne sais pas si vous avez le même son. Mais c'est vrai que c'est des sujets compliqués parce que c'est une discipline, l'urbanisme et l'architecture, c'est des disciplines. Après, vous avez la qualité des architectes qui jouent, vous avez leur sensibilité. Il faut respecter des enjeux économiques, il faut arriver à faire des bons projets. C'est un travail compliqué, l'architecte. Oui, mais c'est peut-être que la protection, elle s'arrête un peu au centre-ville, à Nîmes. Voilà. Non, c'est-à-dire que oui, parce qu'on considère que c'est des outils qui sont coercitifs. C'est-à-dire que tout le monde a l'image de la mise sous cloche de la ville, alors que c'est pas ça le but. Le but, c'est que la ville vive. Mais par contre, qu'elle vive en harmonie avec son histoire, et pas en effaçant forcément l'histoire. Donc on peut avoir des projets contemporains qui soient parfaitement... Il y a pas mal d'exemples qui existent, de projets réussis quand même. Après, je ne sais pas, parler à Nîmes Nîmes, c'est un sujet, je ne sais pas si je... Enfin, j'ai fait une petite présentation sur Jean Jaurès, mais je ne sais pas. C'est des sujets, mais c'est intéressant. De toute façon... Prochaine conférence. Non, ce qu'il faut, c'est apporter des réflexions, d'intelligence et de la créativité, parce qu'on a besoin d'inventer des choses. Et encore plus maintenant, avec toute la crise et tous les problèmes qu'on rencontre, il faut qu'on trouve qu'est-ce qu'on peut adapter, comment on peut adapter, comment trouver des bonnes réponses. C'est vraiment...
s'attendait pas de répondre en Non, ça. merci. Bon, alors une dernière, vraiment. Ça rejoint un peu la dernière question. On a très peu parlé d'historiens sur Il y en avait Robert Chambordon qui était là. Il y a d'autres historiens. Une autre question, monsieur. Je voulais simplement, en conclusion, demander que l'ensemble des règles et du contexte dans lequel a travaillé M. Bruguerol sur un certain nombre de sites fasse l'objet d'une note, parce que si c'était respecté dans certaines communes, on aurait peut-être une autre approche de l'urbanisme. Merci pour vos témoignages.